Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'autisme. Mais attention, on va essayer de le faire un peu différemment. Oublions un instant les listes de symptômes, et si on voyait plutôt ça comme une autre façon de percevoir, de vivre le monde. Une expérience bien à part qui, vous allez voir, nous force à questionner notre propre réalité. Posez-vous la question, juste un instant. Comment est-ce que vous percevez le monde, là, maintenant? Les sons autour de vous, la lumière, les vêtements sur votre peau. Notre cerveau, c'est une machine incroyable qui filtre tout ça en permanence pour nous donner une réalité qui semble cohérente. Mais imaginez une seconde si ce filtre était réglé autrement. Si chaque son était amplifié, chaque lumière éblouissante, si le simple contact d'un tissu devenait agressif. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer. Alors voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est l'autisme aujourd'hui. Ensuite, on plongera dans cette fameuse perception du monde si différente. On parlera un peu des origines. Puis, très important, comment soutenir et accompagner. Et on terminera en se demandant comment, tous ensemble, on peut rendre notre société plus inclusive. Allez, on attaque. Première étape. Qu'est-ce que l'autisme? Je parle bien sûr de la définition moderne, celle sur laquelle la science s'accorde aujourd'hui. Parce que oui, on est loin, très loin de certains clichés qui ont la vie dure. Donc, officiellement, on parle de trouble du spectre de l'autisme, ou TSA. Alors, décortiquons ça. Neurodéveloppemental, ça c'est super important. Ça veut dire que tout se joue au niveau du développement du cerveau, et ce dès le plus jeune âge. Ça touche principalement deux grands axes. D'un côté, la communication et les relations avec les autres, et de l'autre, des comportements ou des centres d'intérêt qui peuvent paraître très spécifiques, voire répétitifs. Et puis il y a le mot spectre, et ça c'est la clé. Ça nous rappelle qu'il n'y a pas un autisme, mais bien des autismes avec une immense variété de profils. Ok, la définition c'est une chose, mais ce qui est vraiment passionnant, c'est de comprendre ce que ça veut dire au quotidien. Comment ça se vit en fait. Et là, on arrive au cœur du réacteur, la perception sensorielle. Une manière complètement différente de ressentir le monde. Imaginez que vos sens sont comme des curseurs sur une table de mixage. Eh bien, pour beaucoup de personnes autistes, ces curseurs sont réglés de manière unique. On a d'un côté l'hypersensibilité, là, le volume est à fond. Le bruit d'une cantine devient une agression, une simple étiquette de t-shirt grade jusqu'au sang. Et de l'autre côté, l'hyposensibilité. Là, le volume est au minimum. Il faut des stimulations très fortes pour ressentir les choses, comme le besoin de se balancer pour sentir son corps dans l'espace. Et pour compliquer le tout, on peut être les deux à la fois. Par exemple, hypersensible au bruit, mais hyposensible à la douleur. Il y a cette citation de Daniel Tammet, un auteur avec autisme, qui est juste parfaite pour illustrer ça. Il dit que le bruit soudain, c'était douloureux comme si le silence se brisait. C'est puissant, non? On ne parle pas d'une petite gêne, on parle d'une douleur, d'une agression. Et là, on commence à comprendre pourquoi une simple sortie au supermarché peut devenir une véritable épreuve. Bon, et du coup, la grande question, ça vient d'où l'autisme? On a entendu beaucoup de choses là-dessus, des théories parfois très culpabilisantes qui ont été complètement démenties depuis. Alors faisons le point sur ce que la science nous dit aujourd'hui. La réponse, c'est qu'il n'y a pas une réponse simple. Il faut voir ça comme un immense puzzle. La plupart des pièces, les plus grosses, sont d'origine génétique. C'est clair, il y a une part héréditaire importante. Mais ce n'est pas tout. D'autres pièces du puzzle viennent de l'environnement. Des facteurs qui peuvent jouer un rôle très tôt, parfois même avant la naissance. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui est en jeu. Donc non, il n'y a pas un seul coupable, c'est bien plus complexe. Ok, on a vu la définition, la perception sensorielle, les origines. Maintenant la question la plus importante, comment on aide? Comment on accompagne? Puisqu'on ne peut pas changer le cerveau de quelqu'un, et ce n'est d'ailleurs pas le but, sur quoi est-ce qu'on peut agir? La réponse est simple et puissante, on agit sur l'environnement. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité. Fini l'idée qu'il faudrait réparer ou normaliser la personne pour qu'elle rentre dans le moule d'une société pas pensée pour elle. Non, l'approche aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est à nous d'adapter l'environnement pour qu'il soit accessible et bienveillant. L'objectif, c'est le bien-être et que chacun puisse trouver sa place. Et pour faire ça, il y a des professionnels dont c'est le métier. L'un des plus importants, c'est l'ergothérapeute. C'est un peu un expert de l'adaptation. Son job, c'est de repérer tout ce qui, dans l'environnement, peut être un obstacle pour une personne et de trouver des solutions, des astuces, des aménagements pour lui simplifier la vie. Et ça ne se fait pas au hasard. C'est un processus en 3 temps. D'abord, l'évaluation. On essaie de comprendre très précisément le profil sensoriel de la personne. Quels sont ses réglages à elle? Ensuite, les préconisations. L'ergo propose des solutions très concrètes. Et enfin, le suivi, qui est super important pour vérifier que ça marche, que les solutions sont bien utilisées et les ajuster si besoin. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, regardez ces exemples. Une douche, ça peut être une torture sensorielle pour certains. Une solution, changer le pommeau pour un jet plus doux, mettre une lumière tamisée. Et hop, un moment de crise devient un moment de calme. Le bruit à la cantine, un casque anti-bruit ou un coin tranquille où se réfugier, ça peut tout changer et éviter une surcharge.
L'angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer dans la journée. On utilise des plannings visuels avec des images. Ça rend le temps concret, prévisible. Et ça rassure énormément. Alors, on pourrait se dire que tout ça, ce sont des solutions de niche pour quelques personnes. Mais en fait, ça nous amène à une réflexion beaucoup plus large. Pourquoi est-ce que ça nous concerne absolument tous ? Regardez ce chiffre, 1 sur 100. En France, on estime qu'au moins une personne sur 100 est sur le spectre de l'autisme. Ce n'est pas anecdotique. L'autisme n'est pas un truc rare ou lointain. Ça fait partie de notre société. Ça veut dire qu'on connaît tous, de près ou de loin, des personnes autistes. Ce sont nos collègues, nos voisins, des membres de notre famille. Et voilà le point essentiel. Quand on adapte un environnement pour le rendre plus vivable pour une personne autiste, eh bien très souvent, on le rend meilleur pour tout le monde. Un open space moins bruyant, ça aide tout le monde à se concentrer. Un éclairage moins agressif dans un magasin, c'est plus agréable pour tous les clients. C'est un peu comme les rampes d'accès pour les fauteuils roulants. Elles sont indispensables pour certains, mais super pratiques pour les poussettes ou les valises à roulettes. Pour tout le monde, en fait. Alors je vous laisse avec cette question pour la suite. Chacun, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire au bureau, à l'école, dans les lieux publics? Comment rendre ces endroits un peu plus accueillants pour toutes les sensibilités? Juste y penser, c'est déjà le début de quelque chose. C'est le début d'une société qui ne fait pas que tolérer les différences, mais qui les accueille et qui comprend qu'elles sont une richesse. Merci beaucoup de votre écoute.